Bonsoir, amis téléspectateurs de Tawhid TV. La dualité, cette coexistence de deux forces qui s'opposent, le bien, le mal, le yin, le yang dans la culture chinoise, cette part d'ombre, cette bataille entre ce que nous sommes et ce que nous semblons être. Ce soir, accueillez avec moi Ndeye Marie, écrivaine, chroniqueuse, entrepreneur, diplômée en génie civil. Son premier roman, Un lion en cage, paru en 2016, a reçu le Grand Prix de la Première Dame du Sénégal pour la promotion de la littérature féminine. Elle est également lauréate des prix La Parole aux étudiants et du prix espagnol Certamen de Literario. Son Gemini est son second roman paru en juillet 2017. Bonsoir Ndeye Marie. Bonsoir Annie. Bienvenue sur le plateau. Ravie d'être parmi vous et merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Alors Gemini, pourquoi ce titre? Alors Gemini, c'est un titre qui renvoie à la dualité. Donc c'est en latin, en grec, qui veut dire Gémeaux. Oui. Et l'image du Gémeaux, c'est le double. Donc comme ce livre renvoie à la dualité, donc c'est un titre qui me semblait opportun. Effectivement. Et d'ailleurs, si vous permettez, on va commencer avec un poème avec lequel tu ouvres le roman, si tu veux bien le lire. Bien sûr, avec plaisir. Il fait sombre, bien sombre, autour de moi que des ombres. Il fait froid, bien froid. Je tremble, je frissonne. Peur, peur. Où suis-je? Que vais-je faire? Il fait sombre, bien sombre. Je me sens prise au piège. Elles tourbillonnent autour de moi, les ombres. Elles dansent autour de moi, les ombres. Lumière, où es-tu? Lumière, clarté. Il fait sombre, bien sombre. Plus dessus. Fermons les yeux, pris au piège. Bravo. En tout cas, ça annonce déjà la couleur. Ombre, peur, froid. C'est la rue, ça, c'est la vie d'un sans-abri. Effectivement. Alors, déjà, comme vous allez pouvoir le lire, Ibrahima, c'est le personnage principal. Il va passer 5 ans de sa vie dans la rue en tant que sans-abri, alors que c'était un brillant étudiant, pourtant, en classe scientifique, c'est ça? Absolument, en mathématiques. D'accord. Et avant qu'il n'ait la chance, justement, de rencontrer son bienfaiteur, Michel, et au fil du récit, on découvrira le degré de dualité ou de duplicité de ce dernier, de Michel, je pense. C'est bien ça? Effectivement. Donc, de Michel, mais de tous les personnages en général. Donc, Gemini, ça renvoie à la dualité. Mais c'est une dualité que vous allez rencontrer dans tous les personnages du roman, que ce soit le personnage principal, mais tous les personnages qui vont interagir avec ce personnage-là. Donc, qui vont changer du tout au tout de personnage. Donc, aujourd'hui, quand vous voyez un peu le parcours d'Ibrahima, je ne vais pas raconter le livre, non plus. Mais comme tu l'as si bien dit, Annie, le début du livre, c'est le froid, c'est la peur, c'est des frissons. C'est un jeune homme très brillant qui va voir sa vie basculer de brillant étudiant à personne sans abri. Et aujourd'hui, c'est aussi pour lancer un message sur le caractère furtif de la vie. C'est-à-dire aujourd'hui, nous pouvons passer de tout au tout, du personnage principal, du héros, à la personne voilà, sans abri. Et je pense qu'aujourd'hui, quand vous lisez aussi le livre, vous avez cette image, quand il se regarde dans le miroir, il voit deux personnes. Cette personne qu'il était et cette personne qu'il va devenir. Et c'est aussi ce qu'on remarque au niveau de Michel, ce sont des personnages qui vont changer du bien au mal. Et c'est aussi pour montrer que le bien et le mal, c'est une dualité également. Exactement. Et d'ailleurs, si on peut dire, ce qui est sûr, c'est que nul ne peut se prévaloir de ne pas avoir cette part de dualité en soi. Parce qu'on va voir que parfois, certaines situations peuvent obliger la personne la plus gentille, homme comme femme d'ailleurs, la personne la plus gentille, en fonction des circonstances, à changer, à faire des actes. Et on est là, on se dit, mais attends, mais c'est cette personne-là qui a fait ça? Non, je ne l'aurais jamais cru. Je l'aurais jamais cru. Effectivement. Voilà. Donc, ça renvoie à ça. On a tendance un peu à juger très vite les individus. Donc, toi comme moi, pour rencontrer une personne qui semble très bien, et puis du jour au lendemain, elle nous montre une autre facette de sa personnalité. Et ça montre aujourd'hui que nous sommes doubles. Nous pouvons aujourd'hui revêtir différentes casquettes selon les situations et selon les circonstances. Et c'est pour aussi montrer, comme je le disais, le fait que de façon soudaine, tout peut changer. Donc, on ne doit pas juger.
une personne qu'on voit dans la rue, on ne doit pas juger une personne qui est aujourd'hui en difficulté parce que du jour au lendemain, nous pouvons nous retrouver dans cette situation et nous devons savoir que de part et d'autre du miroir, il y a deux personnages et qu'on peut revêtir l'un ou deux vestes voilà, selon les circonstances de la vie. Exactement. Mais justement, vous avez dit que on peut toujours se retrouver à la place de l'autre du jour au lendemain. Absolument. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est les hasards de la vie, la complexité, l'éducation? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Mais c'est la vie en général. Nous sommes, en tout cas, moi, en tant que croyante, j'ai la conviction que nous sommes là pour vivre des épreuves. Et ces épreuves-là peuvent nous mener très haut, comme peuvent nous mener très bas. Et il faut savoir aujourd'hui que tout ce qui monte a tendance à redescendre. Et c'est un message qu'on lance aujourd'hui, nous jeunes. Nous avons cette conception de la réussite et du bonheur comme quelque chose qui est en haut. Nous devons toujours être en haut alors que du jour au lendemain, nous pouvons nous retrouver dans des situations difficiles. Et il faut comprendre que ces situations difficiles font partie de la vie. Ce sont des étapes à vivre et que si nous voyons nos camarades, si nous voyons nos collègues, des membres de notre famille dans ces situations-là, ce n'est pas parce que ce sont des personnes mauvaises ou qu'ils ont posé des actes qui les ont menés à ça, mais c'est la vie. Qui est comme ça. Ce sont des épreuves à vivre et voilà. Ça peut nous mener en haut ou en bas. Par contre, je ne vais pas être totalement d'accord avec toi, Ndeye-Marie. Dire que c'est la vie, ce n'est pas de leur faute, pas tout à fait. Pour Ibrahima, certes, ce n'est pas de sa faute parce que lui, il a été victime de malchance, également d'injustice, de jalousie et autres. Mais il y a certaines personnes quand même, on peut le voir. Et en fait, ce sont des personnes qui avaient un destin tout tracé. Et en fait, qui ont décidé de se détourner du droit chemin, entre guillemets, qui au lieu de continuer avec leurs études, continuer à suivre les pas, les conseils de leurs parents, ont décidé de commencer à boire, à se droguer, à faire autre chose. Et quand on fait ça, en fait, on ne peut pas en fait, faire ça et se dire qu'on va réussir. Absolument. Et ces personnes-là, finalement, leurs parents ou leur famille les ont abandonnés. Et là, on ne peut pas, il y a certaines personnes quand même qui vont vouloir juger les parents ou la famille de cette personne parce qu'ils les ont laissés tomber en disant non, c'est la vie, il ne l'a pas fait exprès, c'était son destin. Non, je suis désolée, c'est un choix, en fait, pour moi, que cette personne a fait, de se détourner du droit chemin, pardon, et donc d'aller dévier vers d'autres choses. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Annie, sur cet aspect-là, parce que ça donne un cas très concret de ce que tu perçois aussi comme un libre arbitre. C'est un libre arbitre aussi de poser des actes qui vont déterminer le chemin sur lequel nous allons passer. Mais en dehors du libre arbitre, il y a aussi des facteurs du déterminisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun de nous, et dans le roman, je pense que tu le perçois, c'est en termes de croyance que je parle plus qu'en termes d'autres choses. Vous savez, chacun de nos écrits sont le reflet de ce que nous sommes. Au final, peut-être que quelqu'un d'autre l'aurait perçu autrement. Et c'est très bien que tu aies une perception différente de moi. C'est d'ailleurs même le but de ce que nous écrivons. Nous ne souhaitons pas qu'aujourd'hui un lecteur ait la même vision. Je souhaite et je suis ravie qu'aujourd'hui tu m'opposes une opposition à ce que j'ai écrit. Et bien sûr, c'est un cas de figure qui est tout à fait valable. Tu as parfaitement raison. Mais dans ma perception des choses, il y a du déterminisme, il y a du destin. Il y a une voie que Dieu à déterminer pour chaque être humain. Il y a une part également de libre arbitre parce qu'il ne faut pas se poser sur ce déterminisme pour dire voilà ce qui m'arrive, voilà je ne fais rien, c'est la faute de rien. Mais dans ce roman, tu vois un jeune homme qui est intelligent, qui agit, qui aime faire des choses, qui aime agir, mais qui, selon les circonstances sociales, je parle beaucoup des circonstances sociales parce que beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans la rue, eh bien, c'est des circonstances de société qui les ont mis dans la rue. C'est un enfant qui est albinos, qui n'est pas accepté. C'est un enfant qui a une déficience mentale, une trisomie, etc., qui est mis à la rue parce que les parents ont honte. Il y a aussi des gens qui ont des problèmes psychologiques. C'est une pathologie. C'est quelque chose qui est soigné à l'hôpital et qui sont abandonnés, qui ne sont pas soignés, qui ne sont pas soutenus par leur famille. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas leur dire que c'est eux qui ont posé ces actes-là. C'est un déterminisme. Ils sont nés comme ça. Donc, il y a beaucoup de facteurs, c'est vrai, qui amènent les gens à la rue. Il est bien d'analyser ces facteurs comme des choix. C'est vrai que certains ont décidé de boire, de prendre de l'alcool, même si moi, je pense que tous ces actes-là ont un soubassement. Il faut comprendre pourquoi ces personnes sont allées vers ça. Et ça, c'est important. Pourquoi dans nos sociétés, beaucoup de jeunes, beaucoup de très jeunes personnes qui
sont brillants, sont des personnes qui, avec peut-être un très grand avenir, sont poussées à faire certaines choses, baissent les bras, etc. Donc, ce sont des questions, des interrogations, et j'aime beaucoup que tu te poses ces questions-là. Et je pense que c'est un grand débat c'est vrai. voilà, qu'on ne pourra pas contenir dans l'émission, mais c'est quelque chose de très intéressant. C'est vrai, je te remercie de m'avoir éclairé voilà, et de m'avoir donné cette vision. Alors, moi, je vais revenir par rapport à la religion, parce que tu insistes beaucoup, parce que c'est par rapport à la foi, à ta croyance. Mais à un moment, on voit que Ibrahima, en fait, du fait de ce qui lui est arrivé, il a arrêté de prier, il a arrêté de croire en Dieu. Absolument. Alors, absolument. Donc, voilà, c'est aussi cet aspect du déterminisme. C'est-à-dire, ces personnes qui aujourd'hui posent des actes positifs, mais sont menées vers un destin qui ne semble pas leur plaire, finissent par se poser des questions. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi aujourd'hui, ça m'arrive à moi? Voilà, dans la première partie du livre, dans les premières pages, il est couché sur un banc, il entend l'appel à la prière. Il voit des gens sortir de leur maison, aller prier, etc. Et lui, il se dit, mais moi, je suis ici, pauvre, abandonné, même si j'avais un très beau destin, et je suis là. Pourquoi, en fait? Et ça aujourd'hui, c'est toute une interrogation aussi que je lance. C'est vrai. Parce que dans la foi, et comme je l'ai dit, cela reflète mes convictions, dans la foi, il y a aujourd'hui un paradoxe. Ceux qui croient, il y a des gens qui croient, qui prient, qui sont là, qui vraiment souhaitent quelque chose, mais cela n'arrive pas. Est-ce qu'aujourd'hui, et ça c'est une interrogation du livre, on n'a pas tout ce qu'on souhaite. Oui, c'est vrai. Et pourquoi nous vivons ces épreuves-là? Ça, c'est une grande question. C'est exactement et pourquoi ça. nous les vivons? C'est pourquoi nous les vivons, parce qu'à un moment, on a un tel sentiment d'injustice, d'incompréhension, parce qu'on ne comprend pas pourquoi on subit, on ne la vit même pas, on subit cette situation qu'on se demande, mais attends, mais Dieu, je prie, je fais mes prières, j'essaye de respecter les règles et tout, je suis une bonne personne, alors que la mauvaise personne, elle a tout ce qu'elle veut, elle vit très bien, et moi, je suis obligée de souffrir. Mais pourquoi? Je suis convaincue que c'est parce que Dieu t'aime. Parce qu'aujourd'hui, en voyant les épreuves que ce personnage est en train de subir, à chacune de ces épreuves, il va gagner quelque chose, il va grandir, il va aussi éviter beaucoup de choses. Beaucoup de personnes n'aiment pas vivre des épreuves, mais chacune de ces épreuves sont transformatives. Elles nous apportent quelque chose, elles nous permettent de grandir, elles nous permettent d'évoluer, d'éviter certaines choses. Et pourquoi pas de devenir demain président de la République? Il faut aujourd'hui subir ces épreuves-là en tant que serviteur. Moi, je me définis comme serviteur. Et aujourd'hui, il faut les vivre, il faut en apprendre et il faut les prendre comme des aspects positifs. Moi, j'ai la conviction que plus je suis éprouvée, plus j'évolue, plus je vais loin. C'est pas faux, parce que ça nous permet quand même de grandir, de mûrir, d'avoir de l'expérience aussi. Et également, ça nous donne une certaine expérience, parce qu'il y a certaines situations, si jamais on les rencontre à nouveau, on ne va pas retomber dans le piège, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. On se retrouve finalement. Voilà, exactement. Très bien. Mais quand même, est-ce que juste la personnalité d'une personne peut l'aider, la personnalité, ou plutôt l'éducation, mais pour moi, plus la personnalité, peut l'aider en fait à, comment dire, à se sortir d'une situation? Absolument, absolument. Donc, la personnalité, ça englobe beaucoup de choses. Est-ce qu'on est avec? Est-ce qu'on grandit? Est-ce qu'on est forgé par la société, par l'environnement, etc. Parce que même les bébés ont des personnalités très différentes. On le sait. Donc, aujourd'hui, c'est un très grand mot. Je laisse à mes maîtres, psychologues, psychiatres, etc., qui ont quand même développé tous ces aspects-là. Voilà, toute la latitude de répondre à cette question, même si je n'ai pas la réponse. Mais la personnalité, c'est vrai, est un aspect qui est important. On voit que Ibrahima est forgé par les différentes étapes de son existence et va construire quand même un socle de personnalité. Je ne vais pas dire toute sa personnalité, mais quand même une bonne partie de sa personnalité grâce à ces épreuves-là. Et on revient à ce dont on parlait tout à l'heure, le fait que les épreuves que nous vivons
nous permettent d'acquérir quand même certaines compétences, d'éviter certaines choses, etc. Donc, ce sont des aspects de notre personnalité qui grandissent et je pense qu'ils nous permettent d'atteindre de plus grands sommets. Exactement. Alors là, on va parler d'un personnage qui, franchement, si je pouvais entrer dans le livre, il s'agit de Michel. Alors, pour lui, est-ce qu'il s'agit de dualité ou plutôt d'hypocrisie? Parce que franchement, Michel, il n'est pas en conflit avec un moi sombre. C'est plutôt en fait sa gentillesse qui est un mensonge. Et la façon dont il va retourner sa veste, c'est juste incroyable. Oui, mais parce que c'est des personnages que nous rencontrons beaucoup. Oui. En société, nous avons une certaine obligation d'avoir un personnage pour certaines personnes. Ils sont très rares, elles sont très rares ces personnes-là qui montrent à tous leur vrai visage. C'est quelque chose qui est très compliqué. Et Michel porte un masque. Il est en face d'un personnage qui est Ibrahima, qui lui extériorise, montre et tout entier parce qu'il a eu disons, ce privilège. J'appelle ça un privilège d'avoir vécu dans la rue, d'avoir eu une famille sincère, d'avoir interagi avec les gens de façon très sincère, de s'être montré sous son vrai jour, d'avoir vécu ça. Et Michel est tout à l'opposé. Lui vit dans une société où il a tout eu, où tout s'est bien passé. Et il a développé cette envie de montrer à tout le monde qu'il est bienveillant, qu'il est boss, qu'il est bienveillant, qu'il est quelqu'un de bien, qu'il est le patron, qu'il est quelqu'un qui prend sous son aile tout le monde. Et au fond, il profite en fait de tout le monde et cache son vrai visage à tous sauf à sa famille qui subit les affres de sa personnalité cachée. Et c'est une dualité, justement, parce que en société, Michel est un personnage, mais en privé, il est un autre. Et ça montre aussi que l'aspect de la dualité, ce n'est pas simplement... Voilà, c'est aussi un moi sombre que Michel a, qu'il garde à l'intérieur de lui. Il a cette obligation sociale de montrer une bienveillance, mais au fond de lui, c'est tout autre. C'est une toute autre personne. D'ailleurs, comme on le dit très souvent, il faut du tout pour faire un monde. Il faut des gens bien, comme il faut des gens mauvais également, pour justement pouvoir ressentir le bien que les autres personnes font. Mais bon, après, tout le monde n'est ni bon ni mauvais. Il y en a quand même d'autres, certains qui sont vraiment penchés vers quelque chose. Mais on peut voir que pour Michel, le fait d'accueillir Ibrahima et d'utiliser son talent n'est pas forcément mauvais pour lui parce qu'il se dit, je lui donne quand même l'occasion on est d'accord. C'est vrai que ça part d'un bon sentiment en quelque sorte. Non, même pas d'un bon sentiment, mais la perception de la bonté et du mal est différente selon les individus. Pour vous et pour moi, c'est quelque chose qui est réprimable. Mais pour lui, étant dans une société où l'apparat, où il a eu l'habitude d'utiliser les compétences des uns et des autres, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et ça montre, c'est une dualité, cette confrontation des mondes entre le monde d'Ibrahima qui est plein de bienveillance, plein de naturel, et celui de Michel qui est plus calculé, qui réfléchit, qui a un intérêt derrière, etc. Et c'est une confrontation qu'on a dans nos sociétés. Il y a des gens bien naïfs qui sont là et d'autres qui sont plus calculateurs. Mais ils ne sont pas forcément les bons ou les mauvais, c'est un jeu. C'est un jeu, c'est vrai. Mais bon. En tout cas, Ibrahima est quand même un personnage assez complexe avec une très forte dualité. Ça, on ne peut pas le nier. Par exemple, c'est quand il vit dans la rue. Il se laisse aller en fait. Il devient totalement passif, même lorsque les passants lui jettent des choses ou lorsque, à un moment, il avait rencontré une dame et son fils et la dame a commencé à crier « Oh, le fou !» et elle a pris son enfant et elle est partie. En fait, lui, ça lui a fait, genre, j'ai envie de dire, ni chaud ni froid. C'est pour lui, en fait, c'est les autres, les fous, ce sont les autres qui sont dérangés. Lui, il est bien dans son coin, tranquille. Absolument, absolument. Et puis... c'est tout à fait vrai. On a des réactions très étranges en face de ceux que nous considérons comme des parias de la société. Voilà, des couches à part, des gens qui ont un peu raté leur vie. Nous avons ce comportement de juger. La dame a changé de trottoir, a crié, comme si Ibrahima l'attaquait, alors que lui avait beaucoup plus d'ironie en fait en les observant. Elle se disait, mais ces gens-là qui vaguent à leur quotidien pensent que je n'étais pas comme eux. Et c'est ça un peu l'image que je voulais donner. Du jour au lendemain, cette dame ou son fils peuvent être à la place d'Ibrahima et seront jugés de la même manière. Quelle réaction nous devons avoir face à ces gens-là? Un jugement de valeur, c'est-à-dire on va crier, on va avoir peur,
on va les juger, on va se dire qu'ils ont fait de mauvais choix, alors que nous pouvons être à leur place. Donc, pour moi, c'était aussi une manière, parce que ce livre-là, c'est une inspiration qui m'est venue en voyant une personne que j'ai vue dans la rue, qui était assise et qui observait. C'était un soir. Donc, je marchais et j'ai vu cette personne qui observait et qui avait une conversation avec elle-même. Donc, je suppose qu'elle était dans un autre état, mais elle parlait de façon très claire, de façon très distinguée. Et je me disais que cette personne-là avait dû avoir une vie vraiment bien, etc. Et qu'est-ce qui avait poussé, qu'est-ce qui s'était passé pour qu'elle en arrive là. Et quand vous voyez certaines personnes, vous vous dites que voilà, elles viennent de quelque part. Tout le monde vient de quelque part, tout le monde vient d'une famille. Tout le monde avait quand même une maison, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai. Et ce qui s'est passé, ça peut arriver à n'importe quelle personne ici. Ouais. Et c'est ce que Ibrahim a fait. Il les regarde et il se dit, mais un jour, s'ils sont à ma place, qu'est-ce qui va se passer? C'est de l'ironie. C'est vrai, exactement. Et beaucoup d'ironie parce que même lui, en fait, à un moment, il n'est même pas en colère contre eux. Pour eux, c'est, en fait, excusez-moi du terme, ils sont fous, tout simplement. Pour lui, en fait, déjà, il considère que ce sont les autres, les intrus. La rue, c'est sa maison, c'est son monde. Donc, ce sont les autres qui le dérangent. D'ailleurs, au début du livre, quand il était au parc, quand un des enfants est venu pour le voir un petit peu, il a fait une grimace pour le faire fuir. En fait, c'est du genre, reste dans ton coin, laisse-moi tranquille, ici, c'est chez moi. Absolument. C'est présenter la rue comme un monde. Hein. C'est un monde où les personnes vivent. C'est une maison pour certaines personnes. Certains d'entre eux sont amis. Donc, d'ailleurs, il en a des amis qui y vivent. Ils ont des interactions sociales. C'est tout un monde à part où eux comprennent tous les codes. Ils se sont mis en dehors de cette société qu'ils considèrent pour certains comme superficielle et font leur vie comme vous et moi. Ont des interactions, sont heureux. Très heureux parfois d'y être. Donc, on voit dans certaines scènes, Ibrahima hésite entre quitter la rue et revenir à une vie normale parce que son bonheur finalement. Et c'est aussi, je pense, ce lien entre Un lion en cage, le premier roman, et Gemini, c'est cette conception du bonheur. On a tendance à penser que le bonheur, c'est l'ascension, les biens matériels, être heureux, tandis que certaines personnes peuvent considérer le bonheur comme tout simplement être heureux dans le lieu où je suis, avoir des amis, être bien dans mon monde, et c'est tout. Hein. Le bonheur, c'est l'instant présent. C'est ça. D'ailleurs, ça va nous permettre d'enchaîner avec le deuxième point. C'est justement parce que malgré le froid, la faim et même l'inconfort parfois qu'il ressent dans la rue, il s'y sent bien, il s'y sent en sécurité. Et à un moment, lorsqu'il va rejoindre Michel chez lui et qu'il va retrouver les codes de la société, comment manger, comment s'habiller et tout, à un moment, il se demande, mais pourquoi ça? Alors que moi, j'étais bien chez moi, j'étais bien dans la rue. Personne ne me mettait la pression. Absolument. Et quand même, c'est assez c'est pour montrer comment la société peut être un carcan qui nous étouffe avec ses codes, avec tout ce tralala, ce superficiel, cette esthétique, etc. Alors que nous pouvons nous passer de beaucoup de choses finalement. Et que le bonheur finalement, et c'est ce que Ibrahima cherche au final. Il ne cherche pas à être la star, ni à être, à avoir tout ce que Michel a. Il cherche à être heureux. Et en retournant dans cette vie entre guillemets normale, il se rend compte qu'il n'est pas heureux, que ce qu'il avait considéré comme la rue, ce que les autres considéraient comme le malheur, être dans la rue, être malheureux, etc. Lui, il voyait son bonheur dans cette simplicité, dans ce monde qu'il s'était créé, et ça nous interroge. Est-ce qu'aujourd'hui on regarde certaines personnes en se disant mais il est malheureux, regarde dans ce qu'il vit. Et nous, en contrepartie, d'autres sont dans des châteaux, dans des palais, etc. Mais ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. C'est quoi le bonheur au final? Exactement. D'ailleurs, c'est le cas lorsqu'il va dans la gargote de maman Aïssatou, c'est ça? Oui. Voilà, il s'y sent tellement bien parce que même s'il ne s'est pas lavé pendant plusieurs jours, il n'y a personne qui le juge, il n'y a personne qui le critique. Il est accepté et en plus, il est très apprécié par maman Aïssatou qui le donne à manger et tout. Et il a hâte justement de se retrouver dans ce lieu, entre guillemets, pas fameux, mais où il s'y sent bien et il mange bien. Et franchement, ça, c'est assez incroyable. Absolument, absolument. C'est parce que ce n'est pas la nourriture qui finalement
l'amène dans ce lieu, mais c'est les liens sociaux, c'est cette maman qui encadre tout le monde, prend tout le monde sous son aile, au-delà de services à manger, à des conversations, et ça nous ramène à notre société. Au Sénégal, où les gens se retrouvent autour de ce qu'on appelle les tanganas, voilà, les cargoles, tout le monde y va, et il n'y a pas de jugement autour des classes sociales, ça n'existe pas dans ces lieux-là. Oui. Tout le monde vient autour d'une maman qui est le symbole, voilà, c'est un lien. En fait, c'est toute une symbolique que maman Aïssatou va donner, va représenter, et elle va permettre à toutes ces personnes qui finalement sont des sans-abri et ont leur monde, ont leur code vraiment parfois très différent, de se retrouver, de manger, sans jugement bien sûr, parce que c'est un monde où il n'y a aucun jugement. Tous les codes sont tombés. Et bien là, on va parler de la perception humaine, en fait de la dualité plutôt de la perception humaine. Parce que les riches, ils sont toujours prêts à juger, à mépriser les autres, alors que les pauvres, non. Un pauvre est capable de t'accepter tel que tu es. Il ne va pas te demander où tu travailles, quelle voiture tu conduis, non. Tant qu'en fait tu es quelqu'un d'assez correct, il va t'accepter, il ne va pas te juger. Donc ça quand même dans notre société surtout, en fait l'apparence a beaucoup d'importance. A beaucoup d'importance, on est à ce stade dans nos sociétés où l'apparence ont beaucoup d'importance. Et on voit Ibrahima qui passe d'une vie d'étudiant brillant à celle de sans-abri, qui retourne vers une vie dorée où il fait des innovations, où il est reconnu, mais où il n'est pas heureux. Et ça pose des questions sur ce qu'on appelle, nous, le bonheur, notre conception de la réussite aussi, oui. Qui est très complexe aussi dans nos sociétés. Réussir, c'est quoi? C'est avoir 2, 3 biens, une maison, l'apparence d'une réussite finalement, alors qu'au fond, la réussite, c'est toute autre chose. Oui. C'est sur différentes dimensions. Il faut d'abord se sentir réussir, parce que beaucoup de personnes ont des biens, mais ne se sentent pas réussir parce qu'ils ont ce complexe constant. Voilà, face aux autres, on est toujours à la recherche de plus. On ne se contente pas forcément de ce qu'on a. On est dans une quête effrénée du bien matériel, et au final on n'en profite pas beaucoup. Donc on le constate aujourd'hui, on a une accumulation constante de biens, mais après qu'est-ce qu'on en fait? C'est une question. C'est vrai. En fait, c'est pas seulement dans notre société, j'ose dire même en Europe ou dans les pays développés, voilà. Ouais. Une personne riche n'est pas toujours heureuse, et on le voit parce que c'est une personne qui travaille tout le temps, qui passe jamais de temps avec sa famille, avec ses enfants, qui profite finalement presque jamais de son argent. Pourtant, cette personne est riche, elle a plus de confort, et on peut dire elle mange mieux que la personne qui est pauvre. Mais si on devait mettre sur la balance le taux de bonheur de ces deux personnes, je pense qu'on pourrait avoir des surprises. Absolument, quand même. Il ne faut pas chercher à être riche, il faut chercher à être heureux. Donc après, avec quelle somme, ça c'est à déterminer. Ça dépend de ta... Ça peut être des milliards pour toi, hein, Annie. Faut pas non plus... voilà, des milliards, ça. Je pense pas. Voilà, mais après, tout dépend de la personne et de ses besoins. Après, le bonheur, c'est une satisfaction également des besoins que nous avons. Et il ne faut pas chercher à être riche, il faut chercher à être heureux. Après, si le bonheur, c'est dans la richesse aussi, pourquoi pas, hein? C'est ça. Pas de jugement sur ça. Voilà. Oui. On va également parler de la dualité, encore une fois, des personnes riches, parce que vous parlez au moment du mariage de Annie. Pardon. En plus, elle a le même prénom que moi. Quelle coïncidence. Voilà. Et en fait, Ibrahima, il est un petit peu, je dirais pas choqué, mais plutôt surpris de toutes les dépenses qu'il y a pour la fête, alors que quand les gens rencontrent quelqu'un de pauvre ou un mendiant dans la rue, on a plutôt tendance à détourner le regard. Et ça, quand même, en fait, on n'arrive pas à comprendre. Surtout dans nos fêtes, à nous Sénégalais, on dépense beaucoup, que ce soit les baptêmes, les mariages. Et pourtant, on a un petit peu plus de mal à mettre la main dans la poche pour donner une pièce ou un billet à un mendiant. C'est vrai, c'est vrai. Je pense que si on capitalisait un peu toutes les dépenses en surplus que nous faisons dans nos cérémonies, on pourrait quand même aider beaucoup de personnes dans des situations de difficulté. Et puis après, c'est pas seulement donner le monde, c'est leur permettre d'avoir des opportunités, parce que aujourd'hui, sortir quelqu'un de la rue, c'est pas simplement lui donner une pièce, c'est créer vraiment tout un processus qui leur permet de passer d'une vie à une autre. Donc aujourd'hui, c'est aussi une image du gaspillage que nous avons. Et puis, c'est toujours dans le contexte de cette quête effrénée du bonheur à travers l'investissement, le matériel, etc. On pense que le mariage,
serait beaucoup plus heureux si on y met beaucoup plus d'argent. Alors que c'est tout à fait le contraire, je pense. Hein. Les mariages les plus simples sont les plus heureux. C'est vrai, c'est vrai. Et on remarque aussi la générosité de Ibrahima. Et franchement, je sais que c'est un livre de fiction, je sais que c'est juste un personnage, mais franchement, en fait, il est tellement généreux quand il achète les livres à la fille de maman Aïssatou. Lorsque dès qu'il commence à avoir un salaire, il fait tout pour mettre maman Aïssatou à l'abri. Il lui change de quartier, il lui change d'appartement. Et même Awa d'ailleurs, qui est la femme de Michel, vu sa situation que je vous laisse quand même découvrir en lisant le livre, il va tout faire pour l'aider. Et même en moment, là par contre c'est toi qui vas décider si tu vas en parler ou pas, du fait de la situation de Awa, il va décider de rester quand même avec elle. Plutôt que de partir, il va rester avec elle. D'accord. Donc ça quand même... Voilà, c'est pour juste montrer que la générosité ne dépend pas du statut social ou de la fortune. C'est une valeur que Ibrahima a même acquise et a développée dans la rue pour vous dire que ce n'est pas un environnement luxurieux qui donne cette valeur-là. Il l'a apprise avec maman Aïssatou, il l'a apprise avec sa fille et avec tous ces gens vraiment hétéroclites qu'il a rencontrés et qui ont garder des valeurs malgré leur situation difficile. Et il va aussi être confronté à cette réalité-là en rencontrant Michel et sa femme qui se sont mariés dans un contexte très particulier. Exactement. Et voilà, je laisse au lecteur le soin de le découvrir, mais je dis contexte particulier mais difficile. Et il va se sacrifier d'une certaine manière. Oui. Se sacrifier et dédier une partie de son expérience à sauver, à préserver une femme qu'il ne connaît pas au fond, juste en raison d'une situation qu'il a aperçue et qu'il a comprise, puisque finalement, il a une très grande expérience en vivant dans la rue. Il a observé les passants, il a observé, voilà, la rue est le théâtre de beaucoup de choses, et il décide de rester. C'est un sacrifice qu'il fait par générosité, et c'est une valeur qu'il va garder tout le long du livre. Exactement. Voilà, c'est un Ibrahima, parmi les Ibrahima, et je sais que les Ibrahima sont des gens très sympathiques, donc c'est un clin d'œil que je lance. Et voilà, c'est un personnage fictif, mais qui a des valeurs très, très réelles et humaines. Ouais, générosité et altruisme également. Absolument. Parce que franchement... Et ensuite viennent alors les retrouvailles avec son père, le pardon, le retournement de situation, parce qu'à la mort du père d'Ibrahima, il va hériter de toute sa fortune. Et là, coup du sort, il va devenir riche, comme Michel, et sa situation va changer. Absolument. Donc, péripétie après péripétie, son père qui l'avait complètement occulté de sa vie décède. Donc, on a toute cette problématique de l'héritage, qui est aussi une question très complexe en Afrique, dans nos pays, donc au Sénégal en particulier. Il va hériter du jour au lendemain d'une fortune qu'il n'a pas vu grandir, dont il n'a pas profité, dont il ne connaît même pas l'existence. Et il va se retrouver sur le même pied d'égalité que Michel. Michel n'est plus un sauveur, mais un alter ego. Exactement. Là, c'est une autre étape. Exactement. Dualité également au niveau des devoirs maternels, parentaux, avec, on va le voir, en fait, le comportement de la maman de Awa. En fait, franchement, je me suis posé la question, est-ce que des parents pareils existent? Parce que Awa, elle va être en quelque sorte mariée de force. Même ses petites sœurs, on va voir qu'Ibrahima va vraiment tout faire pour les récupérer de la main de leur mère. Et en fait, leur mère, je me demande, est-ce qu'elle se souvient qu'elle les a mises au monde? Parce que franchement, encore une fois, je sais que c'est une œuvre fictive, mais franchement, le comportement de la maman, et je suppose en fait que ça peut exister, parce que voilà, tout peut exister sur Terre. Absolument. Mais bon, ça m'a quand même... La maman de Awa s'oppose à maman Aïssatou, qui est une maman qui adopte en fait ses enfants, qui ne les a pas mis au monde, mais qui considère Ibrahima comme son fils. Une maman, c'est pas forcément quelqu'un qui met au monde un enfant. C'est quelqu'un qui l'élève, qui l'encadre, qui est là, qui lui montre la voie. Et Ibrahima considère maman Aïssatou comme sa mère, mais Awa ne considère pas cette maman qu'il a mise au monde comme sa mère, puisque finalement, elle n'a pas un comportement protecteur. Elle abandonne ses filles à leur sort, et c'est quelque chose qui existe aujourd'hui. Comme le père d'Ibrahima a abandonné son enfant, la mère de Awa l'a fait en donnant ses filles en mariage. Donc ça, c'est
une thématique qui est aussi très présente dans nos sociétés. Le mariage en forcé. mariage pour avoir de l'argent, pour Absolument. avoir un retour sur investissement. C'est un mariage d'intérêt, c'est un mariage forcé où les parents décident du mari en fonction de sa situation sociale et non pas des sentiments des filles. Ça ne compte pas. La maman de Hawa a tout un calcul derrière et qui suppose pour elle, chacune des filles mariées est une ascension sociale. Et on revient encore à cette notion du bonheur, de la réussite qui pousse certains parents, entre guillemets, puisque je ne sais pas si on peut leur donner le titre de parents, à vendre leurs enfants comme de la marchandise. Et c'est une sensibilisation aussi au mariage forcé. On sort des séjours d'activisme où des femmes se sont levées pour parler des violences faites aux femmes. Le mariage forcé est aujourd'hui une des disons, thématiques sur lesquelles on se bat. Et pour moi, c'était un moyen, avec juste ma plume, de parler de ça et de montrer la souffrance de Hawa derrière, parce qu'on le voit, on le sent, on le lit, et de ses petites sœurs qui vont après passer après elle et subir la même chose. Exactement. Et on a vu également qu'Ibrahima, une fois que sa situation a changé, il va chercher à créer un centre pour les autres, pour ses camarades ou pour ses anciens collègues, les sans-abri, afin de pouvoir les abriter et leur apporter une aide dont lui, il n'a pas bénéficié. Absolument. Alors moi, ma question, c'est est-ce que ces centres-là existent à Dakar? Je ne sais pas si tu as fait des recherches par rapport à ça, mais est-ce que ça existe? Est-ce qu'ils sont assez actifs? Parce que franchement, moi, je n'ai pas trop trouvé. Donc, il y a des centres comme la Maison Rose qui accueillent des femmes en situation difficile, donc généralement qui ont eu à quitter leur famille sur certaines circonstances, parce qu'on sait que certaines personnes et certaines femmes qui vivent dans la rue ont été rejetées dans leur famille à cause d'une grossesse précoce, à cause, etc., d'un viol, etc. On a des enfants qui sont accueillis dans des orphelinats, des pouponnières, etc. Mais je ne connais pas encore de structure qui accueille des sans-abri. Je sais qu'il y a beaucoup d'opérations et je vois une chaîne qui, généralement, je ne vais pas la citer, va dans la rue, accueille des sans-abri, les remet sur le circuit, je vois qu'il les nettoie, esthétique, d'un point de vue esthétique, ça se passe, mais après une prise en charge psychologique, je ne sais pas. Je n'ai pas poussé ma recherche beaucoup plus loin. Mais s'il en existe, je pense qu'il n'en existe pas assez, parce que je vois beaucoup trop de sans-abri dans la rue. J'en croise tous les jours. Certains dont la situation psychologique s'est dégradée en raison de leur présence dans la rue. Beaucoup n'étaient pas comme ça quand ils se sont retrouvés dans la rue, mais au final, se sont retrouvés dans des circonstances pareilles. Il y a beaucoup de familles aussi qui ont perdu. C'est pas volontaire, donc du coup ils n'ont pas mis la personne dans la rue, mais il y en a beaucoup de personnes qui ont eu des problèmes d'un point de vue psychologique, etc., qui se sont retrouvées dans la rue. Leur famille les recherche, mais ne les retrouve pas. Donc imaginez que vous passez à côté de votre proche tous les jours, mais que vous ne savez pas qui c'est. Il y a des pages qui font un très beau travail sur Internet, j'en ai vu. Mais je pense qu'il faut tout un système en fait de reconnaissance des sans-abri. Il faut des centres d'accueil. On pourrait voir, parce que, comme je l'ai dit, ça peut arriver à tout le monde. Que ce soit la personne la plus aisée, que ce soit la personne qu'on considère entre guillemets pauvre. Donc, c'est aujourd'hui une nécessité de mettre en place tout un système de prise en charge de ces personnes-là. Pourquoi pas pour les réinsérer dans la vie active et leur permettre d'avoir une nouvelle chance, parce qu'on a tous cette épée Damoclès sur nous, et on peut s'y retrouver. Donc, il faut mettre en place des structures pareilles pour accueillir les sans-abri et leur permettre d'avoir une nouvelle chance. Exactement. En tout cas, amis téléspectateurs, un petit message de notre part à toutes les deux. Si jamais vous avez des idées ou même, des idées, on pourra en parler ou mettre en place un projet, pourquoi pas. Parce que je pense qu'un centre d'accueil, ce serait pas mal. Surtout pendant cette période de froid, pour les recueillir au moins le soir, leur donner à manger, ce serait déjà un petit pas. Je suis avec toi sur ce projet, Annie, et je serais très ravie que cela naisse de ce roman, parce qu'on nous dit toujours qu'on écrit des fictions, qu'on est dans l'irréel, alors que ce que nous traitons est très réel. Et permettre à toi, je vois que tu as des idées de génie autour de simplement ce livre, et je pense que d'autres en ont eu. Et pourquoi pas faire passer ces idées dans le réel. Et je trouve que l'idée de mettre en place un centre d'accueil, pourquoi pas nous et d'autres personnes, est une excellente idée. J'espère que nous en aurons l'occasion. J'espère aussi. N'oubliez pas, l'union fait la force. Absolument. Maintenant, on va revenir à toi, Némarie. Alors,
Comment le sujet le plus difficile. Voilà. Alors, comment allier études scientifiques de surcroît, écriture, comment tu arrivais à combiner tout ça? En fait, je suis peut-être née avec l'idée qu'il n'y a aucune barrière. Donc, je n'aime pas l'image du scientifique et du littéraire. J'aime l'image de l'humain et je me considère comme être humain avec, si aujourd'hui je voulais faire de la peinture, pourquoi pas? Donc, exactement. Nous avons énormément de possibilités, notre cerveau a voilà, énormément de capacités et j'ai toujours aimé la littérature. Pourquoi la littérature? Parce qu'elle me confère une liberté de parler de ces thématiques-là, d'être assise avec toi, d'en débattre et pourquoi pas de mettre en place des projets de ce type, d'impacter des personnes voilà, qui les lisent. J'aime cette liberté d'écrire, de m'exprimer, de confesser parfois, de donner une partie de moi à travers la littérature. Et j'aime l'aspect très carré et réelle, mise en place de solutions voilà, dans l'instant T des sciences. C'était un pouvoir voilà, de pouvoir résoudre, pourquoi pas, une équation. Donc, c'est un défi, tout simplement. Voilà, bravo. En tout cas, tu l'as relevé avec brio. Merci, j'essaie de le faire au quotidien. Et voilà, j'espère aussi inspirer d'autres jeunes filles à faire de même. Qu'on ne se laisse pas dire qu'on est une littéraire ou une scientifique, qu'on se laisse dire qu'on est brillant, tout simplement, et qu'on a la capacité voilà, de mener tout ce que nous voulons tant qu'on s'est investi. Voilà. Exactement. Mais justement, comment te vient cette inspiration? Est-ce qu'il suffit juste d'avoir une idée dans la tête et de coucher par la suite par des mots? C'est une question très difficile, Annie. Je ne saurais dire d'où vient cette inspiration. J'ai tendance à dire lors des missions que je remercie mes parents, parce que j'ai eu 2 parents littéraires, donc une maman qui est professeure de français, un papa qui est journaliste. Et j'ai, depuis toute petite déjà, avant de savoir lire, j'ai eu des livres autour de moi qui m'ont permis de développer un amour certain pour voilà, les romans, les livres en général. J'ai énormément lu, j'ai beaucoup lu et je pense que cela m'a permis d'en être là. Mais je pense que c'est aussi un héritage parce que j'ai une maman qui est écrivaine mais cachée, mais je pense que voilà, elle m'a transmis de façon voilà, je ne sais pas, voilà, des idées. J'ai ce besoin d'écrire. C'est aussi un moyen pour moi de m'exprimer, voilà, d'extérioriser beaucoup de choses. Et voilà, j'ai cette nécessité, ce besoin. C'est bien. En tout cas, merci à tes parents, merci à vos parents de ne pas t'avoir en fait retenu, de ne pas avoir bridé ta créativité et de t'avoir laissé surtout choisir ta voie par toi-même. Chez nous, c'est... Tu fais ce que tu veux tant que tu le fais bien, absolument. Donc, j'ai même eu mes professeurs quand j'étais en 3e qui m'ont demandé, qui ne savaient pas où me mettre, soit en sciences, soit en lettres, parce que j'avais une dualité, voilà. Une certaine dualité. J'adore la dualité parce que ça me permet de montrer que l'être humain est complexe et que nous avons cette capacité d'adaptation selon les contextes. J'ai choisi la science, mais je n'ai jamais abandonné la littérature. Et voilà, je n'ai jamais eu voilà, cette obligation de choisir. Et voilà, j'ai grandi comme ça. Et je remercie mes parents. Hein. Tu as bien fait de les remercier. Je vous remercie parce que vous m'avez permis d'avoir une certaine liberté de pensée et de choix. Et franchement, pour une fille, c'est assez important. Et en fait, on n'encourage pas assez, pour moi, les filles à faire pas ce qu'elles veulent. Oui, on peut dire ce qu'elles veulent, mais tant que c'est dans la limite du raisonnable, ou même dans la limite de ce qui est normal, qui est juste. Oui, franchement, les filles, écrivez. Vous avez envie d'écrire, écrivez. Vous avez envie de chanter, chantez. Vous avez envie de mettre des navettes spatiales, voilà, mettre en place des navettes spatiales, aller sur Mars. Faites ce que vous voulez. Tant que c'est dans la limite du raisonnable. Et quand on parle des raisonnables, on parle aussi de valeurs. C'est important de garder ces valeurs. Oui. Parce que c'est quelque chose qui nous guide dans nos choix. C'est important aussi de respecter ses parents. Ça ne veut pas dire que vos parents ne doivent pas vous laisser la liberté de choix, mais aujourd'hui, tout ce que vous faites, essayez d'avoir cet encadrement-là. Moi, je suis très heureuse aujourd'hui, avant mon émission, d'être avec ma maman et de lui demander, bon, on va avoir une discussion, comment tu penses que ça va se passer, etc. C'est important d'avoir ce soutien de ses parents. Et parfois, ils vous mettent en garde. C'est important aussi de prendre en compte ces mises en garde. Hein. Généralement, c'est vrai. Ça marche. Hein. On n'a pas envie de le dire, mais ça marche. Ouais. Donc, les filles, faites vos choix. Ne laissez pas les gens vous mettre des limites et des barrières. Mais respectez vos valeurs, respectez vos parents et voilà, allez-y.
Exactement. Voilà, ça va marcher. On peut faire ce qu'on veut tout en gardant notre dignité. Absolument. Tout absolument. simplement. Et justement, si par exemple vous vous rencontrez, parce que vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, est-ce que parfois vous avez des internautes qui vous demandent comment faire? Oui, je souhaite écrire, je souhaite devenir roman. Quels conseils leur donnez-vous? Énormément. J'ai énormément de manuscrits que je J'imagine, reçois. De jeunes personnes. Et je suis très heureuse qu'il y ait un intérêt pour l'écriture. C'est vrai qu'à un moment donné, on avait une baisse d'intérêt. On a maintenant beaucoup de jeunes écrivains qui permettent à d'autres personnes, à d'autres jeunes de se voir voilà, dans cette peau de poète, d'écrivain, etc. Et le premier conseil que je leur donne, c'est déjà de beaucoup lire. C'est important de beaucoup lire parce que c'est bien d'avoir les idées, mais il faut avoir le socle pour les exprimer. C'est important. C'est quelque chose qui se retrouve en sciences comme en littérature. On a besoin de s'inspirer, on a besoin de beaucoup lire. C'est un exercice qu'il faut faire quand on écrit. Moi, je suis d'abord lectrice avant d'être écrivaine. J'ai énormément lu d'écrivains que j'admire, que je rencontre parfois voilà, dans des remises de prix et je suis là vraiment admirative. Ils sont là, voilà, bonjour, mais moi, je suis toujours la lectrice voilà, qui est très admirative du travail qu'ils font. Donc, lisez énormément. Mais surtout, en termes d'écriture, c'est vrai, il y a tout un process quand même, il y a toute une méthodologie. Mais moi, quand je demande à quelqu'un d'écrire, je lui dis fais-le librement d'abord. Exactement. Parce que quand un jeune vient me dire, voilà, quelle est la méthodologie, comme si je devais lui mettre introduction, etc., ça me pose problème parce que moi, dans mes romans, je mets de la poésie, je mets... voilà, c'est tout un mélange qui, moi, me correspond. Donc, beaucoup de liberté. Voilà, la littérature et l'écriture, c'est la liberté. C'est vrai. Voilà, il faut écrire librement, ne pas... Voilà. Pas suivre un style d'une personne dédiée parce que tout le monde, tous les auteurs n'ont pas forcément... C'est le propre de l'art. L'écriture, c'est un art, comme la peinture, comme le chant. Il faut avoir cette liberté et aussi ce qu'on appelle un avantage particulier. Voilà. Ce que vous produisez, et on parle de création dans ce cadre-là, ce n'est pas forcément ce qu'on dit en sciences, mais en termes de lettres, en termes d'art, on parle de création parce que celui qui crée donne naissance à quelque chose. C'est quelque chose de très divin, hein, finalement, de dire création. C'est très divin et ce que vous créez est à l'image de vous. Donc, chacune des œuvres qu'un écrivain, qu'un poète, qu'un artiste en général va créer est à l'image, est unique. Et il faut savoir ce qui vous rend unique, en fait, pour produire. C'est tout le travail. Et sinon, un petit mot de la fin? Alors, le mot de la fin, les mots de la fin, j'en ai beaucoup. Fais-toi plaisir. Voilà, donc je vais te remercier d'abord pour cette émission qui est, je pense, très libre, tout comme la littérature. C'est une très belle émission. Tu me disais au début que je devais te guider, mais tu m'as guidée. Et je t'ai trouvée vraiment excellente dans ce rôle. Pas ce rôle de présentatrice, mais d'interlocutrice. J'ai eu un dialogue, une discussion et je te remercie pour ça. C'est une très belle émission et j'espère que d'autres collègues auront la chance de s'asseoir ici, tu peux me faire Inch'Allah. confiance. Je remercie toute l'équipe voilà, qui est derrière tout ça parce que j'imagine qu'il y a un travail colossal qui est fait et je vous remercie de me donner cette occasion d'expression, d'échange avec mes lecteurs. Voilà, la télévision est un vecteur qui est important pour nous écrivains qui sommes parfois dans notre monde spécial en train d'écrire et il faut vulgariser ce que nous faisons. Parce que j'ai envie aujourd'hui que des jeunes, des plus jeunes, lisent ce livre-là et ressentent ou bien aient des interrogations comme toi, tu l'as fait par rapport à ça. Et je vais passer un coucou à mes parents parce que c'est important, les parents. Je vais passer un coucou à mes parents et je les remercie pour ce qu'ils m'ont fait devenir, je pense, à travers cette passion qu'ils m'ont transmise. Après, j'ai fait aussi un travail sur moi-même, mais c'est important de les remercier. Je remercie tous mes lecteurs, toutes les personnes qui me suivent et qui me donnent cette motivation parce que ce n'est pas toujours évident au quotidien voilà, de mener tous ces combats-là. Je les remercie et j'espère voilà, revenir avec un autre roman. Ah bah oui, on va te suivre à la trace. Voilà, il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Et puis je salue tout le monde, tous les Ibrahima, tous les Michel, toutes ces personnes-là qui se reconnaissent à travers le livre et qui se posent des questions. Voilà. En tout cas, merci à toi d'avoir, malgré ton temps assez, ton emploi du temps assez serré quand même, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, très chers téléspectateurs de Tawhid TV, la chaîne de l'espoir. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à samedi prochain, 21h.